Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Je suis Xavier Faure, organisateur du Grand Circuit. Benjamin Thaïs, notre rédacteur, m'accompagne pendant cette conférence. Alors, dans ce moment historique, le Covid-19 met à mal l'ensemble de la société. Nous sommes inquiets pour nos proches et les entreprises de la filière. On en a parlé déjà avec beaucoup d'entre vous. Et pour la plupart, là, en ce moment, nous sommes confinés chez nous dans un geste citoyen, barrière pour enrayer la propagation du virus. J'espère et nous espérons tous que ça va être très efficace et que ça va durer peu de temps. Depuis maintenant 3 mois, on a travaillé avec les acteurs de la filière à cette conférence et chacune de ces conférences, quand c'est en présentiel, nous permet de nous retrouver avec plaisir, d'apprendre, d'échanger et puis souvent de déclencher des travaux. C'est vrai qu'il y a 1 mois, nous avions prévu que la vague arrive et on a travaillé d'arrache-pied avec les conférenciers pour transformer cette conférence en webinaire. Donc c'est ce que vous découvrez aujourd'hui. Mais nous n'imaginions pas, peut-être on était un peu insouciants, l'ampleur qu'allait prendre cette crise, d'abord sanitaire, mais aussi maintenant on voit les conséquences économiques qui sont catastrophiques avec l'arrêt de nombreuses entreprises. L'inquiétude est bien réelle. C'est vrai que hier soir, quand on parlait, on préparait ce webinaire, le cœur n'y était pas et on se disait que le numérique ne sauve pas tout et d'ailleurs ne sauvera pas non plus d'une crise climatique, mais ça c'est un autre sujet. Nous avons décidé quand même de maintenir ce webinaire et d'ailleurs on voit vous avez répondu présent en espérant que cette apnée ne durera pas trop. Allez, on se met au travail et on va parler des repérages avant travaux. Benjamin, peut-être peut commencer par un rapide tour d'horizon, une Introduction? petite introduction. Oui, alors c'est plus une introduction parce que Thomas Dessert va faire une introduction réglementaire aussi de son côté sur la question des repérages en travaux. Donc juste pour rappel très rapidement, donc c'est un sujet d'actualité puisque depuis l'été dernier, il y a un nouveau texte qui est sorti donc qui a beaucoup fait parler pour les immeubles bâtis. Depuis janvier, c'est autour des bateaux, navires et bâtiments flottants, engins flottants. C'est aussi les matériels roulants et ferroviaires. Et à partir de juillet, selon le calendrier de l'État, mais ce n'est pas sûr que ce soit maintenu, normalement, ça sera autour des installations et structures et équipements industriels. Et aussi les aéronefs. Donc tout cela, on va le voir en détail. Et du coup, je te laisse. Et les intervenants de cette table ronde. Donc, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Emmanuel Fèvre. Vous pouvez lever la main, Emmanuel. C'est Ça, moi, on vous bonjour. voit. Bonjour à Voilà. tous. Emmanuel Fèvre, vous êtes président de la commission de normalisation AFNOR, diagnostic dans les immeubles bâtis, Voilà. qui porte le nom de code X46D, et vous êtes responsable technique diagnostic également chez Manexi. Diagnostiqueur immobilier depuis une vingtaine d'années. Voilà. On a Sandrine Augereau et Barbara Hainaut, qui sont toutes les deux ensemble normalement. Ça, c'est une fois qu'on va avoir résolu ce problème technique. Sandrine Augereau, directrice des gares des lignes chez la SNCF, et Barbara Hainaut, qui est correspondante locale environnement du réseau SNCF. Et on est ravis d'avoir avec nous la SNCF. Il devait y avoir Marc Charrois qui était pour la CRAMIF, mais il a eu un petit souci et on comprend et on en excuse bien sûr, donc il ne pourra pas être avec nous. Et Thomas Lesser qui est avec nous, Thomas, voilà, qui est administrateur CIRTA, représentation de l'ingénierie et de la construction auprès de la Cevalia, qui est la commission pour l'évaluation des innovations techniques dans le domaine de l'amiante, si je ne me trompe pas, également patron de BET2C, sur lequel, qui est un bureau en maîtrise d'œuvre, amiante, sur lequel effectivement tu nous feras une présentation tout à l'heure. Donc peut-être pour commencer cette table ronde, on peut laisser, faites un petit tour de table, vous présenter. Qui est-ce qui peut commencer? Alors, Emmanuel Fèvre, on fait un petit tour de table de présentation. Ok, donc Emmanuel Fèvre, je travaille dans la société Manexi. Manexi, c'est un bureau d'études, environnement et diagnostic immobilier.
on réalise du diagnostic depuis 1995 et on fait aussi, en ce qui concerne l'amiante, un petit peu d'AMO. On a fait de la maîtrise d'œuvre il y a quelques années et des prélèvements d'air. Je participe également à la commission AFNOR, dont je suis président de la commission des diagnostics immobiliers. Et je participe plus particulièrement au groupe de travail sur les examens visuels, sur le plomb avant travaux et sur le fameux guide d'explication de la norme 46-020. Voilà. Thomas Lesser? Oui, bonjour à tout le monde. Donc, Thomas Lesser, je suis le président de BET2C, qui est un bureau d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre pour le bâtiment que j'ai racheté en 2015, qui est une activité historique donc de maîtrise d'œuvre et d'études techniques pour le bâtiment, électricité, électricité, fluide, structure. Et depuis que je l'ai racheté, on développe aussi un pôle assez important en maîtrise d'œuvre amiante, soit dans le cadre de projets de réhabilitation globaux, soit juste pour la mission de retirer l'amiante du bâtiment. Et donc, pour cette table ronde, donc, je représente aussi le CIRTA, donc, qui est un des 2 syndicats professionnels du traitement de l'amiante. Je suis administrateur, secrétaire général. Je pilote pour le compte du CIRTA le projet financé par le PRDA en association avec le CEDRE de rédaction des règles techniques du désamiantage. Comme Xavier l'a dit aussi, je représente l'ingénierie de la construction à la Cevalia. Et encore, je suis membre de la commission de certification pour des entreprises de retrait pour l'AFNOR. Bonjour à tous. Alors, pour essayer de raconter un petit peu ce qu'on fait, donc moi je travaille à la SNCF. La SNCF c'est très grand, de façon très personnelle. Nous on travaille sur les lignes Transilien, les lignes L, A et J, donc toutes les gares qui partent au départ de Saint-Lazare et qui sont desservies par les trains qui partent de Saint-Lazare. Sur ces gares-là, mon entité s'occupe des grands travaux en gare. Donc, que ce soit des travaux de mise en accessibilité des gares, que ce soit des travaux liés à l'arrivée des halls, qui est en train de creuser là en ce moment, que ce soit des travaux de rénovation du patrimoine. Toutes nos gares, en fait, sont plutôt très jolies et assez historiques. Du coup, on les rénove, on les entretient. Voilà, on s'occupe de tous ces travaux-là. Et qui dit travaux dit forcément diagnostic amiante, etc. Et comme nous avons énormément d'intervenants pour faire ces travaux, c'est important qu'on ait un point d'entrée unique par ligne qui puisse répertorier l'ensemble des diagnostics amiante. Et c'est pour ça que ça serait bien que Barbara puisse prendre la parole tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est Barbara qui est le lien, qui va centraliser l'ensemble des diagnostics amiante et qui va pouvoir les donner aux différentes entreprises quand des travaux successifs vont avoir lieu. On va y venir, Sandrine. Donc, Voilà. on fait un premier tour de table de présentation. Merci, Sandrine. Michel Aufort, peut-être pour vous présenter. Vous connaissez peut-être d'ailleurs avec Sandrine, parce que vous êtes des sociétés qui ne sont pas si éloignées que ça. Oui, non, alors, j'ai pas travaillé pour Sandrine encore, bien que ce soit effectivement notre client. Donc, j'appartiens à l'entreprise Parvis, qui est une structure d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, on est présent sur l'ensemble du territoire national. Et donc, on est filiale d'AREP, qui est une boîte d'architectes, d'urbanisme, de design, études de flux, ingénieurs. Et on travaille donc pour Gare et Connexion. Voilà. Donc, notre boîte, en fait, elle est créée depuis 2002. On est certifié ISO 9001 depuis 2005 et on est composé d'ingénieurs, d'urbanistes, de programmistes, d'architectes, de juristes. Voilà. Et on a 4 branches. Pour être rapide, on a des programmistes, une expertise accessibilité, une expertise planification et OPC, et donc la partie conduite d'opération. Ok. Donc vous êtes proche de l'AREP aussi, hein, si on peut expliquer donc ce qu'est l'AREP. On est filiale d'AREP. On est filiale d'AREP, voilà. Et qui était la boîte de maîtrise d'œuvre qui intervient pour justement les parties conception-réalisation des travaux pour Gare et Connexion. Ok. Donc peut-être pour commencer, alors Barbara, on est en train de la récupérer, hein. Sandrine, ne sois pas inquiète. Peut-être pour commencer, on avait dit que vous commencerez peut-être, Michel, par nous faire un petit retour d'expérience sur le diagnostic amiante avant travaux sur les bâtiments et voiries. Volontiers.
Oui, alors c'est effectivement là j'interviens surtout par rapport aux gares et donc notre problématique c'est que la difficulté c'est la mauvaise identification justement des interventions du diagnostiqueur amiante qui aboutissent souvent à des diagnostics incomplets et donc par quoi de conséquence un report de délai ou des surcoûts sur la partie travaux quoi. Donc ce que j'en ai conclu en fait c'est de mettre en commun l'exploitant, le maître d'ouvrage, le diagnostiqueur, la maîtrise d'œuvre, qui permettra de maîtriser mieux le programme des travaux et donc ses implications en termes de périmètre notamment, puisque les dernières normes demandent aux diagnostiqueurs de bien proposer un périmètre d'intervention et basé sur le programme, le cahier des charges des travaux. Donc, pour éviter les écarts constatés, une grosse maîtrise du périmètre impacté, donc en lien avec le programme. Et alors, un autre point, c'est l'accès à tous les locaux inclus dans le périmètre en lien avec l'exploitant. C'est là où l'exploitant est important. Donc, tous ces éléments-là paraissent presque une évidence, mais quand on commence à rentrer dans le projet, on peut omettre certains locaux, les locaux techniques à visiter, les ascenseurs. Donc, le principe maintenant, c'est qu'on met en place une préparation en amont avec tous les intervenants dont je vous ai parlé pour éviter les écarts. Et Emmanuel Fèvre Oui. pour AFNOR Normalisation, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un petit retour aussi sur les normes et l'avancement des normes et leur sortie que j'ai pu faire suite à de nombreuses imperfections dans nos interventions des Michel qui continue. Voilà, je vais le couper. Donc, je reprendrai Michel après. Et Emmanuel, je vous disais pour les normes sur les repérages, comment vous avancez, vous, au sein de l'AFNOR? Alors justement, je vais juste rebondir sur ce que disait Michel Aufort. J'ai l'impression qu'il avait un œil derrière moi et qu'il regardait le PowerPoint que j'ai préparé, parce que les points qu'il a abordés là, sur la bonne relation entre le diagnostiqueur, c'est quelque chose que je veux vraiment aborder, qui est vraiment un point crucial dans les diagnostics avant travaux. Donc, pour en revenir aux normes, effectivement, le décret de 2017 prévoit 6 normes par domaine d'activité. Toutes ces normes sont quasiment sorties. La dernière, il y en a une qui est en enquête publique qui concerne toutes les travaux de, je vais y arriver, sur le génie civil et les transports, qui est en enquête publique jusqu'à la fin du mois d'avril, si je ne me trompe, et qui devrait paraître normalement courant de l'année. Donc normalement, l'ensemble des normes seront prêtes en 2020. Après, il faut voir comment on les utilise, qui les utilise. Les arrêtés ne sont pas encore parus pour les mettre en application. Oui, vous aviez une présentation, vous venez de me dire, Emmanuel? Non, j'ai préparé quelque chose et c'est exactement un petit peu le déroulé. J'ai retrouvé les thèmes dont s'inquiétait Michel Aufort. Je trouve que c'est très bien. Ok. Thomas Lesser, là il y a une question. On avait dit qu'on ne pouvait pas ne pas en parler, mais aujourd'hui je vais parler du Covid 2 minutes, mais aujourd'hui en tant qu'au niveau des syndicats, comment sont impactées les entreprises sur leurs activités par rapport à tout ce qui vient de sortir? Est-ce que les entreprises continuent à travailler? Non, globalement, d'après les retours qu'on a des membres du CIRTA, les entreprises aujourd'hui, leur unique tâche, c'est de mettre en sécurité les chantiers. Donc hier, il y a eu des échanges entre le syndicat et la DGT, donc le service de la DGT en charge de la problématique amiante, pour savoir dans quelle mesure on pouvait mettre en sécurité les chantiers, puisque réglementairement, normalement, il faudrait laisser tourner les extracteurs, notamment, toute la partie dynamique du confinement, la laisser en fonctionnement 24 heures sur 24 avec surveillance, astreinte, etc., qui, compte tenu des circonstances, évidemment, n'est pas réalisable. Donc, suite donc aux échanges avec la DGT, et on a confirmé ça à nos membres et ça commence à être relié notamment sur les réseaux sociaux. Ce que doivent faire les entreprises de désamiantage, c'est de mettre en sécurité le chantier, c'est-à-dire nettoyer, évidemment arrêter tous travaux de retrait, nettoyer la zone, ensacher tous les déchets et ensuite, après, arrêter les extracteurs et calfeutrer
entrée d'air et extracteur de façon à faire une bulle étanche mais statique pour les prochains jours, les prochaines semaines. Et on va réfléchir, là, dès que cette première semaine de confinement sera passée, que les entreprises, les chefs d'entreprise vont régler leurs propres problèmes internes, on va travailler aussi sur les procédures de remise en route des chantiers pour s'assurer de l'absence de pollution au cours du redémarrage. Ok, oui, donc on voit un impact majeur sur la filière puisque tout va se mettre à l'arrêt. En sommeil. Pardon? En sommeil, oui. En sommeil, tous oui. les chantiers vont se mettre en sommeil. Oui, et donc du coup, il y a un impact aussi dans la remise en marche après avec des nouvelles procédures parce que C'est finalement, une situation inhabituelle, qui dit nouvelle situation, dit une réflexion à mener pour la remise en route des chantiers, puisqu'on ne pourra pas faire des tests de fumée comme on les fait habituellement, parce que la zone sera quand même considérée comme potentiellement polluée. Donc voilà, il va y avoir des réflexions qui vont être lancées au sein du CIRTA pour définir une procédure de remise en route des chantiers quand l'État le permettra. ok. Sandrine Augereau pour la SNCF, est-ce que tu es encore avec nous, Sandrine? Ah oui, je suis là, oui. Voilà. Au niveau de la SNCF, finalement, si on fait un petit retour là aujourd'hui, on ne va pas parler du Covid que ça, mais j'imagine que vous êtes impacté aussi parce que tout le monde est chez soi. Tout le monde, pas tout à fait tout le monde, puisqu'on Non. a un service minimum à assurer, mais oui, il y a beaucoup de gens chez soi, oui. Ouais. Au niveau de l'amiante, si on regarde les travaux d'amiante, parce que je ne sais pas si on va voir Barbara, je ne la vois pas, elle est pas revenue, elle est partie, elle est revenue. Au niveau de l'amiante, est-ce que tu peux nous préciser? Alors, tu disais tout à l'heure que vous, le sujet important sur les repérages, c'était effectivement de cartographier, parce que vous avez c'est impressionnant ce que vous avez comme patrimoine et comme bâtiment, et donc comment vous arrivez à y voir clair pour ne pas refaire des repérages. Et puis deuxième sujet, deuxième question, c'est aussi il y a de nouveaux types de repérages qui arrivent, qui n'ont pas été faits, donc il faut arriver à les réaliser en même temps, en parallèle. Ouais, alors en fait, quelle est la question, Xavier? La question, c'est aujourd'hui, comment vous faites pour cartographier tous les repérages et avec et les nouveaux repérages qui arrivent, comment vous les prévoyez? Oui. En fait, on n'a pas de cartographie complète. On va faire à la demande. C'est ce qu'expliquait, je sais plus, j'ai pas retenu, je crois que c'est Michel. C'est ce qu'expliquait Michel, c'est-à-dire quand on a des travaux qui arrivent, par rapport à ce qui va être fait, les endroits où ça va être impacté, on va voir si on a déjà les diagnostics amiante à cet endroit-là, et sinon, s'il n'y a pas, il faut faire les demandes qui vont bien pour s'assurer qu'on va pouvoir faire les travaux en toute sérénité. Ouais. Au niveau de la manière dont vous répertoriez les repérages, aujourd'hui, vous avez des solutions internes qui vous permettent de tout répertorier? Alors, on a un outil de centralisation de tous les diagnostics amiante, sauf que, comment je pourrais dire, qu'il est encore perfectible. Donc, pour l'instant, c'est encore un petit peu à la, comment je dirais, à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on archive, on garde, et le jour où l'outil sera fiabilisé, on pourra avoir un outil qui nous dit les choses plus facilement qu'aujourd'hui. Au niveau de Emmanuel Fèvre, au niveau des repérages, vous avez une double casquette aussi de diagnostiqueur. Donc, Oui. sur l'ensemble des repérages que vous allez faire, finalement, il y a plein de nouveaux types de repérages. Est-ce que ça impacte donc du coup des formations des équipes, des montées en compétences qui ne doivent pas être évidentes non plus? Pour les repérages avant travaux, avant démolition, Ouais. effectivement, plus on fait de l'amiante, plus on s'aperçoit qu'il y a de matériaux amiantés, si je puis dire. J'ai l'impression qu'on invente des matériaux amiantés pas tous les jours, mais presque. Donc oui, nous, nos personnes ont fait beaucoup de retours d'expérience sur les diagnostics qui sont réalisés sur chaque site pour informer l'ensemble des équipes. Il y a eu récemment les diagnostics sur les enrobés, où il a fallu former des gens. Après, il y a les trains là, qui vont arriver, mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que pour l'instant, les personnes habilitées à faire des repérages sur les trains ou dans les autres domaines, la réglementation ne
ne précise pas exactement quel type de certification il faut avoir. Il y a différentes pistes, de savoir est-ce que ça va être ouvert, comme c'est des équipements très spécifiques, est-ce que ça va être ouvert ou non à des entreprises de maintenance spécialisées dans ces métiers qui vont se spécialiser dans l'amiante, ou est-ce que c'est des diagnostiqueurs immobiliers amiante qui vont se spécialiser dans ces différents domaines. Donc là, on est un petit peu dans l'expectative, il y aura peut-être un petit peu des deux. Ah oui, donc la question aussi, c'est qui pourra intervenir sur ces différents types de travaux. Quelle formation devront avoir les opérateurs de repérage pour faire ces repérages? Mais qui va décider finalement de ça? Bon, on attend les arrêtés, donc c'est forcément la DGT qui va décider des qualifications de chaque personne pouvant réaliser ces repérages ou devant réaliser ces repérages. Et il est évident qu'en tant que diagnostiqueur immobilier, moi je ne connais pas le fonctionnement d'un moteur d'avion, donc je ne vais peut-être pas forcément avoir les bons réflexes pour aller chercher les matériaux sensibles à l'amiante dans ces équipements-là. Michel Aufort, vous nous faisiez part aussi de la difficulté qu'il y a d'avoir des travaux, vous en tant que Parvis, d'avoir des diagnostics qui sont en rapport avec les contraintes des travaux. Oui, c'est ça. J'ai un autre exemple qui est en amont justement au niveau des données d'entrée où on doit faire des diagnostics structurels sur un bâtiment. Et avant de faire ce diagnostic structurel, il faut faire ce diagnostic amiante sur la partie qui correspond au diagnostic structurel. Donc là aussi, c'est une certaine complexité où il faut planifier chacune des interventions. Enfin voilà. Donc j'insiste surtout sur le rôle de la maîtrise d'œuvre là dans ce diagnostic préalable et les périmètres très précis, notamment au niveau des données d'entrée, pour effectuer ces diagnostics amiante avant travaux et avant j'allais dire justement, avant données d'entrée, quoi, avant exécution des diagnostics structurels et autres diagnostics qui nécessitent une intervention sur le bâti. Thomas, il faut que tu remettes ton micro. Sur les repérages avant travaux, en tant que est-ce qu'aujourd'hui, finalement, tu ressens qu'il y a besoin de formation de la filière et puis aussi encore des tâtonnements pour savoir qui pourra intervenir suivant les types de travaux qui seront réalisés? Alors, il y a deux choses. Un besoin de formation de manière générale, je dirais oui, notamment pour ce qui concerne le bâtiment, même si on y reviendra rapidement tout à l'heure dans ma présentation, où l'arrêté du 16 juillet indique le niveau de compétence que doit avoir le diagnostiqueur. Mais le constat qu'on fait sur le terrain quand on examine des rapports de repérage de nos travaux, c'est que le diagnostiqueur n'a pas une connaissance assez fine des procédés de construction qui vont lui permettre de faire un programme de repérage suffisamment exhaustif pour éviter les surprises. Alors bon, je rejoins je crois ce que Michel a dit. Effectivement, il y a après tout le diagnostiqueur, on ne peut pas lui demander toutes les compétences du monde non plus. Et c'est sûr que la mise en place d'un tandem entre un maître d'œuvre et diagnostiqueur, il faut absolument qu'aujourd'hui et demain, on améliore la communication entre le diagnostiqueur et le maître d'œuvre, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est bien souvent le maître d'ouvrage, des fois même avant que le maître d'œuvre soit désigné, qui commande un diagnostic avec les informations qu'il a, mais le maître d'ouvrage, par essence, il n'est pas sachant. Il fait faire le diagnostic, et puis après, le maître d'œuvre le prend comme ça, et puis fait état des points qui lui paraissent manquer, et on revient vers le diagnostiqueur, souvent quelques mois après la réalisation du diagnostic. C'est sûr que si le maître d'ouvrage a les moyens de désigner les deux concomitamment, on progressera, tout le monde progressera, le diagnostiqueur, mais évidemment le maître d'œuvre, parce que pour bien appréhender les difficultés que peut rencontrer le diagnostiqueur dans la réalisation de sa mission. Emmanuel Fèvre, je vous voyais dodeliner de la tête. Oui. Vous n'étiez pas complètement d'accord sur… Ah si, je suis tout à fait d'accord. Je pense que moi, alors effectivement, alors pour nous, diagnostiqueurs, quand il y a un maître d'œuvre spécialiste amiante, dès le début, c'est plus simple.
Alors, des fois, effectivement, c'est le conseil qu'on peut faire à tout le monde, c'est d'avoir ouais. un maître d'œuvre amiante. C'est pas possible aujourd'hui d'intervenir sans maître d'œuvre Voilà. amiante. Mais effectivement, avant de faire le diagnostic, le maître d'ouvrage ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir comme amiante, mais par contre, le maître d'ouvrage, je pense que dès son offre, il doit avoir des points de vigilance pour être sûr que le diagnostic va bien être réalisé, et en particulier de refaire formuler au diagnostiqueur son périmètre de repérage en fonction de ce qu'il lui a envoyé, pour lui dire exactement où il va pas, quelles seront ses réserves. Et également, il peut lui demander dès le début déjà de projeter, alors ça ne sera peut-être pas exhaustif, mais l'ensemble des investigations qu'il va être amené à faire pour aller au bout de sa mission. Quitte, nous, ça nous arrive régulièrement de dire, dès notre offre, on sait qu'on a la première partie, on aura telle et telle réserve avec telle et telle conséquence. Donc, je pense que dès le début, dès l'offre de diagnostic, il faut que le maître d'ouvrage ait une idée de ce que va faire le diagnostiqueur et de l'impact que peuvent avoir certaines investigations. Parce qu'il y a beaucoup d'investigations, en fait. Nous, quand on les fait et qu'on les présente aux occupants et aux maîtres d'ouvrage, même si elles semblent lourdes dans les sondages sur des façades, en fait, quand on explique aux gens ce qu'on va faire, ça permet d'aller plus loin et dans 80% des cas, on peut faire beaucoup d'investigations dès la première phase. Donc, dès le début, il faut s'assurer jusqu'où va aller le diagnostiqueur, dès l'offre. Il y a Boris qui nous pose une question que je vais vous poser. Merci à Boris qui fait partie des spectateurs. S'il y a d'autres questions, on les prendra des spectateurs. L'outil de repérage est-il adapté aux travaux de VRD, travaux en extérieur? Alors, je ne sais pas de quel outil il parle. Il n'existe pas encore de certification pour réaliser des repérages sur les matériaux VRD avant travaux en extérieur. Cela a-t-il évolué? Cela va évoluer. Cela va évoluer puisque normalement, il doit, en complément du décret de 2017, il doit y avoir un arrêté technique d'application spécifique pour les VRD et le génie civil. Ah oui, d'accord. Et est-ce qu'on peut imaginer… Mais par contre, ne me demandez pas la date de parution. Ça, je serais bien incapable de vous en donner une, hors toute considération même du Covid. Ah oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres arrêtés comme ceux-là qui sont attendus sur les autres types de repérage? J'en parlerai dans ma présentation. On en a 3 sur 6 qui sont publiés, donc il en manque encore 3. Ok. Bon, ben ça c'était la transition pour ta présentation. Je vois le temps qui file, donc on va arrêter cette première table ronde qui était plus qu'une mise en bouche. On a commencé à bien découvrir ce sujet. Voilà, donc je vous remercie pour la table ronde. On vous applaudit tous, mais vous ne pouvez pas entendre les applaudissements.